ou la Clément? La Clément. Ça, c'est fou. Donc je m'appelle Laurent Boucher, je viens de signer au Servette Rugby Club et j'ai 34 ans. Je suis talonneur. Du coup, on était resté sur la team raclette ou la Alors, team raclette ou team fondue. raclette, sans hésitation. Pourquoi ça? Ah, je sais pas, le goût, tout ça, j'adore. J'adore. Partager avec la charcuterie. D'ailleurs, en Suisse, on met de la charcuterie ou pas? Parce que j'ai fait une raclette à Faf-le-Ralp et on pas mis de charcuterie, j'étais malheureux comme les pierres. D'ailleurs, c'est vrai. On met la charcuterie ou pas? Historiquement, c'est plutôt français la charcuterie, mais on mange aussi avec la charcuterie Ah ici. bon, quand même, sinon j'en ferai pas. Ou alors j'irai en France pour la manger. On l'a vu, on a pu en parler un petit peu. Tu es un amoureux de la nature. Tu peux nous expliquer un peu d'où ça te vient? Alors d'où ça me vient? Déjà, je suis passionné complètement par le voyage. Depuis toujours, dès que j'ai un moment pour partir et tout, je le fais. J'ai pas tant de folie que ça au niveau de l'argent. Je vais pas claquer tout mon argent dans les fringues, dans les choses comme ça. Mais par contre, pour les voyages, oui, parce que pour moi, l'instant est trop important. Donc, quand on est amené à voyager, à avoir d'autres façons de penser, d'autres philosophies, on est tout de suite plus sensible à ce qui nous entoure. Et puis vraiment, quand on a un moment où on se sent un peu moins bien, il n'y a rien qui me ressource plus que quand je vais me balader un peu en nature et que voilà, la contemplation un peu des beaux espaces, ça m'aide à me sentir bien. On m'a raconté que tu es venu en camping-car. Tu veux nous en parler un peu? Ah oui, c'est vrai que je suis venu en camping-car. Alors ça, c'est un beau cadeau que je me suis fait après mon expérience à Pau. Si tu veux, c'était juste avant le Covid, donc en plus j'étais malheureux comme les pierres parce que j'ai pas pu m'en servir pendant un moment. Je me suis bien rattrapé pour justement voyager comme ça. C'est une autre façon de voyager, mais depuis que je l'ai découvert, j'ai du mal à voyager autrement. Et puis, tu as dû vivre un petit peu dedans, là, en arrivant à Genève? Ah, j'ai vécu complètement dedans parce qu'au départ, quand je suis arrivé donc fin juillet. Au début, pour trouver un appartement, c'est pas facile à la frontière et puis ni même en Suisse. Donc j'ai vécu dedans pendant un peu plus d'un mois. Où au début, je faisais un peu les allers-retours à Annecy pour être au bord du lac tranquille. Et après, j'ai mis mon camping-car au camping de Neydance. Puis cette passion, entre guillemets, du voyage, du Oui. camping-car, de la nature, c'est quelque chose que tu partages aussi avec ta femme, avec ton petit garçon aussi? Alors, bien sûr. Alors ça, moi, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. On a parcouru pas mal le monde ensemble. Puis c'est assez contagieux, normalement, la passion du voyage. Donc oui, c'est quelque chose que je partage énormément. J'aime aussi le faire seul parce que ça apporte encore autre chose. Parce que pour se découvrir aussi soi-même. Donc ça, c'est important. Mais j'adore le partager parce que les instants, ils sont faits aussi pour ça, pour les partager. Quand j'ai vu là sur Instagram, tu as mis que tu étais sensible à la cause environnementale. Alors, Tu veux nous en parler un peu? Alors complètement. Alors déjà, je viens de débarquer sur Instagram parce que je l'avais pas. Je l'ai fait, je crois, la semaine dernière. Et je suis complètement sensible à la cause environnementale parce que nous, on n'est que de passage. Donc, il faut en prendre soin parce que c'est ce qui va rester pour ceux qui viennent après. Et surtout, c'est très fragile. On s'en rend pas compte à quel point. Et ça, c'est un éveil de conscience aussi. Il faut vraiment que tout le monde s'en rende compte parce que, et à notre petit niveau, toutes les petites choses qu'on peut faire, ça peut beaucoup aider. Est-ce que c'est quelque chose qui était déjà là avant ou peut-être le fait d'avoir eu un enfant, ça t'a peut-être fait réfléchir un petit peu plus? Alors c'est arrivé avant l'enfant. Honnêtement, j'ai eu une période où j'étais focalisé rugby, il fallait y arriver, l'ego, vraiment la notoriété. Enfin, je pensais qu'à ça, quoi, en réalité. Puis c'est là où après, quand tu as les blessures qui arrivent, un peu les épreuves de la vie, les choses comme ça, où tu es obligé d'éveiller cette conscience-là. J'ai aussi rencontré plusieurs personnes qui m'ont aidé dans ma carrière. J'ai eu beaucoup recours aux médecines alternatives. Et ça m'a ouvert les yeux à plein de niveaux, en plus des voyages. Tu es quelqu'un qui est posé, tu es une personne qui est très gentille, en plus c'est quelque chose que tes coéquipiers m'ont dit. Ça a toujours été inné ou c'est quelque chose que tu as développé en grandissant? Je pense que ça s'est développé. J'ai eu aussi... on a tous notre petite part d'ombre, hein, je pense en chacun d'entre nous. Donc j'ai eu mes périodes, comme tout le monde. Après, quand tu te rends compte que ça t'apporte rien, que ça nourrit que le mauvais côté, moi des fois j'appelle ça aussi un peu le passager noir. Bon, tu te sens pas bien dans cette énergie-là. Voilà, donc c'est important de se sentir bien. Là, quand je suis arrivé dans le groupe, ça me touche qu'ils aient dit ça, mais c'est surtout eux qui m'ont aidé, enfin, qui ont été super gentils depuis que je suis arrivé, qui m'ont aidé. Et enfin, je veux dire, après, c'est un juste retour des choses. Quand on parle de poser,
de gentil, au final, c'est peut-être des caractéristiques qui ne peuvent pas forcément coller quand tu es sur le terrain. Qu'est-ce qui se passe quand tu mets tes crampons, quand tu arrives sur le terrain, tu changes Alors non, c'est différent parce que dans le rugby quand même, bon, à mon poste aussi, il faut avoir une certaine froideur. Quand on est talon, on lance en touche, c'est un geste de précision. Alors ça aussi, il faut l'apprendre, ça faisait partie un peu de l'éveil de conscience et voilà, pour moi, le corps est indissociable du mental. Si jamais ça va pas bien dans la tête, je vais pas me sentir bien dans mon corps. Et si je me sens pas bien dans mon corps, je vais pas être bien dans ma tête. Si jamais j'arrive pas à faire le vide avant de lancer une touche, qu'il y a plein de choses qui viennent me polluer, ça va être difficile de faire un bon lancer. Et en même temps, quand je prends le ballon, il faut être dans le combat. Donc c'est un bon mélange de ça, il faut trouver l'équilibre. Et ça, je pense que c'est important, même dans la vie. C'est un équilibre à trouver en permanence dans tout. Ça peut résoudre pas mal de maux. Ne serait-ce que pour les aliments aussi. Hein. Quand tu as un aliment qui est là, est-ce qu'il me fait du bien? Est-ce qu'il me fait pas du bien? Il me fait du bien, ok, il me donne de l'énergie, je continue à le prendre. C'est important pour toi justement de savoir qu'on te voit comme quelqu'un de posé, de gentil. C'est important le regard des autres, ce que pensent les autres de toi. Alors, le regard des autres, c'est vrai que je pense qu'on est tous sujets à ça. Et il y a un moment donné de ma vie, ça avait pris trop d'importance. Donc j'essaye aussi de me détacher de ça. Et bizarrement, ça fait partie de l'éveil de conscience où on devient plus gentil, on est moins... Le jugement fait mal, de toute façon. On est toujours jugé en permanence hein, par les gens qui nous entourent, par nos proches aussi. Ça fait partie de la vie. Il faut arriver à s'en détacher, ou en tout cas que ça nous impacte le moins possible. Mais c'est important, le regard des autres, qu'on m'apprécie, que tout ça. Mais après, il y a une différence entre faire les choses juste pour qu'on nous aime ou les faire réellement parce qu'on le ressent. Et je trouve que ça fait toute la différence. Même pour l'épanouissement personnel de la personne. Il y a trop de choses qu'on fait juste pour se faire aimer, justement, et qu'on nous plaise. Et en final, on n'est pas nous-mêmes. Et on se rend compte qu'on a un certain mal-être ou qu'on est tout le temps un peu un éternel insatisfait. Et on remet toujours tout en question. Est-ce que c'est pas justement un peu difficile des fois quand tu es sportif de haut niveau, quand tu joues justement dans les plus grandes ligues du monde, comme ça a été le cas pour toi, justement, d'arriver à faire la part des choses entre ce que tu veux montrer aux autres aussi, parce qu'il y a un côté un peu business aussi, faire la passe, aller marquer toi l'essai, faire une touche parfaite, et justement à revenir un petit peu plus sur toi, sur tes valeurs à toi. Alors, c'est une très bonne question. C'est vrai que l'ego, comme ça, vouloir montrer, prouver, être le meilleur, ça peut être moteur. Ça nous aide aussi à faire des choses, tu vois, à te lever le matin pour aller pousser, essayer de faire plus que l'autre, pour te développer physiquement et dans tes performances, ça peut être important. A contrario, ça peut te jouer des tours si jamais, tu vois, dans un groupe, si jamais tu veux que la lumière elle soit toujours sur toi et tout, ça peut vite être compliqué parce que, notamment au rugby, c'est vraiment un sport collectif et tu as besoin des autres pour pouvoir être fort. Donc il faut vraiment trouver là aussi hein, toujours le curseur qui doit être au mieux pas trop en faire, pas assez, pour justement briller et arriver à faire briller les autres. Donc ça, c'est vraiment difficile. C'est vrai que quand tu joues dans certaines ligues, alors c'est... Tu vois, je reprends beaucoup de plaisir aussi à Genève parce que des fois, dans le rugby pro, ça se perd un peu, ça. Chacun joue vraiment un peu pour soi, c'est des gestionnaires de carrière parce qu'on a des contrats qui sont relativement courts. Donc, il faut être bon sur une période donnée. Donc là, il n'y a pas trop de place à l'à peu près ou, tu vois, justement, à ces sentiments-là. Tu sais, au final, dans ce que tu crois, dans ton amour pour la nature, dans ta connaissance aussi de ton corps, de tes pensées, au final, on se nourrit un petit peu de tout, donc c'est-à-dire de l'aliment comme d'une personne tout simplement, et c'est avec ça en fait que tu te développes. Alors, tu as dit quelque chose de très intéressant, c'est la connaissance. C'est très important de se connaître. Donc, pour savoir qu'est-ce qui nous fait du bien ou qu'est-ce qui ne nous fait pas, qu'est-ce qui nous nourrit ou qu'est-ce qui nous vide. Ça peut être quelqu'un, quand il va dans la nature, ça lui fait du bien, mais quelqu'un qui fait du sport, qui fait un footing, qui se sent bien en rentrant après chez lui, c'est important, il faut le cocher, le footing, ça me fait du bien. Ça peut être une activité, c'est du yoga, c'est une émission de télé, c'est un film. Si jamais on regarde des films d'horreur avant de dormir et qu'on se rend compte qu'on passe une mauvaise nuit, il faut arrêter de regarder des films d'horreur juste avant de dormir. Mais ça, c'est pareil pour les gens. Je pense que c'est encore plus important pour les gens. Si jamais on passe du temps avec certaines personnes qui sont entre guillemets positives, avec qui, quand on est avec eux, ben on sourit, on passe du bon temps, on rentre chez nous, on est plein de peps, on a passé notre temps à rigoler, à passer un bon moment tout simplement. Parce que des fois, il suffit pas de parler pour passer un bon moment. Et puis, il y a d'autres personnes avec qui on a passé la journée. On a passé notre temps à râler, à trouver que tout était moins beau, moins bien, et on rentre chez nous, on est parfois vide. Il faut arriver à faire ce petit tri-là, comme pour les aliments, mais avec les personnes. Autant amicalement qu'amoureusement, parfois ça peut être même au sein de nos familles, mais je pense que ça aussi, c'est un bon équilibre à trouver. Qu'est-ce qui nous nourrit et qu'est-ce qui nous vide? Et ça, c'est une réflexion qui est arrivée à quelle période de ta vie?
très jeune, Non, non. avec un peu plus de maturité? Non, non, je pense pas très jeune. Je pense que c'est en relation aussi quand je suis parti à Pau, quand j'ai rencontré aussi certaines personnes qui m'ont aidé à éveiller cette conscience-là. Il y a toujours un élément déclencheur, il y a le facteur émotionnel aussi, hein, ce qui nous arrive dans la vie, qui nous pousse à avoir cette réflexion-là. Ce qui est un peu, voilà, faut pas avoir cette réflexion-là que quand justement il y a des choses qui nous arrivent. Que quand ça va pas et tout oublier lorsque ça va bien, et sinon on va reprendre une petite épreuve sur le coin du nez, quoi. Cette expérience justement à Pau, quand on parle avec toi, ça a l'air d'être vraiment un élément important dans ta vie. Ça t'a fait du bien en fait de sortir un petit peu de ton confort? Ah, je pense que c'était même primordial pour moi de sortir de cette zone-là, parce qu'à Grenoble, j'avais tout fait ici, j'avais ma famille, mes amis, j'étais vraiment dans ma zone de confort, je connaissais tout le monde, j'étais aussi un peu privilégié, donc je pense que pour me réaliser en tant qu'homme, j'avais besoin de cette aventure, parce que c'est pas facile hein, de partir loin, connaître personne, loin de ta famille, loin de tes amis, tout à reconstruire. Mais bon, j'ai rencontré des gens extraordinaires, j'ai créé des liens qui sont à vie, tout simplement. Voilà, j'ai des familles dans le Béarn. Voilà, je suis très heureux d'être parti, même si ça n'a pas toujours été facile. Et du coup là-bas tu rencontres ta femme, Je rencontre ma femme avec qui qui, t'as un enfant. oui, voilà, et j'ai un enfant qui a 2 ans, Plutôt, Raphaël. Non, mais c'est génial, bien sûr. c'était plutôt le bon move du coup de partir là-bas. Ah, complètement, complètement. Ça m'a permis de me réaliser en tant qu'homme. Et voilà, aujourd'hui, j'ai un petit qui est merveilleux. Je vis une aventure incroyable avec ma femme. Donc, non, c'est super. C'est le fait de partir de Pau, de retourner à Grenoble, maintenant de venir à Genève. Comment est-ce que du coup ta famille, ta femme, ton enfant le vit en fait ces changements? Alors, en réalité, elle a vécu surtout un changement. C'est quand je la rencontre à Pau, elle m'a suivi pour venir à Grenoble. En plus, c'était les années un peu compliquées parce qu'il y a eu le Covid, il y a eu tout ça. Donc elle aussi, elle était entre guillemets déracinée de sa famille dont elle est très proche. Donc de venir là, ça n'a pas toujours été facile. Et c'est d'ailleurs, ça va en relation aussi avec le fait que j'ai arrêté 1 an. Parce que pendant la période Covid, pour moi, j'avais l'impression que voilà, j'avais bouclé la boucle entre guillemets en revenant à Grenoble, et j'ai eu des propositions dans le monde professionnel que j'ai pas saisies parce que bon, mon amour pour le voyage aussi me donnait envie de partir aux États-Unis. On avait acheté le camping-car exprès pour vivre ça en famille, une aventure humaine en famille avec le petit. Je trouvais ça incroyable, il aurait été bilingue, tout ça. Donc j'avais des contacts aux États-Unis. Seulement la période et la saison est décalée. Elle redémarre qu'à partir de décembre. Et cette coupure juin-décembre, elle m'a été un peu fatale parce que mine de rien, plus plaqué, plus poussé de mêlée, j'ai mon dos qui a complètement lâché et j'ai dû me faire opérer en urgence en octobre à Bordeaux. Donc pour moi le rugby était quasiment terminé, hein. C'est-à-dire que j'avais mis une croix dessus, j'avais repris un peu des études de kinésiologie et d'acupuncture, dont un séminaire en Suisse. Et en réalité, bon, les synchronicités ont fait que quand je suis redescendu de Suisse, on m'a appelé pour me dire que Genève cherchait un talonneur. Et du coup, qu'est-ce qui t'a remotivé dedans pour dire je pensais tout arrêter, j'ai eu cette opération, j'ai ma famille maintenant, j'ai mon envie de voyage, mais tiens, là, Servette, pourquoi pas? Alors déjà, ça a été une longue coupure. Quand je commençais à regarder des matchs de rugby, ça recommençait à me titiller, tout ça. Mon fils, 2 ans, m'avait jamais vu réellement jouer au rugby. Parce que période de confinement, il est venu une fois, mais il se rend encore pas compte. Et je me disais, c'est incroyable. D'ailleurs, il y a une photo sur le site, sur l'Instagram du Servette, où je m'étais dit, ah ouais, c'est incroyable. Tu vois, c'est pour ça aussi que j'ai rejoué. Et honnêtement, quand j'ai rencontré les dirigeants, les entraîneurs, quand ils m'ont expliqué un peu l'histoire du club, tout de suite, j'ai pas hésité. Je me suis dit, moi aussi, je veux participer. Et ça t'a fait quoi, du coup, d'être sur le terrain là, avec ton fils dans tes bras? Ah, ça, c'était un moment incroyable. C'est un moment incroyable. Tu vois, là, ça nourrit l'ego. On est fier, on est content. Non, c'est quelque chose de magique. C'est une passion que tu voudras partager avec lui dans le futur? Alors, je ne veux pas l'influencer. Si jamais il joue au rugby, alors forcément que je vais l'influencer un petit peu, parce que si jamais il me voit jouer au rugby, mais je vais pas le forcer. J'ai pas envie d'être ce père-là qui va le pousser. Allez, vas-y. Non, non. Et toi, ça t'est venu comment la passion du rugby? C'est quelqu'un qui t'a poussé ou... Alors honnêtement, c'était vraiment pour suivre les copains. J'ai attaqué tard parce que j'ai attaqué à 17 ans. J'ai joué au foot 10 ans, mais après j'étais trop gros pour continuer à jouer au foot. Et non, c'est en rencontrant des copains qui m'ont dit allez, viens essayer. Et puis en plus, voilà, j'étais un peu à fleur de peau, j'avais besoin d'extérioriser les choses. Et le contact, le rugby, tout ça m'allait très bien à ce moment-là. T'as
tout de suite voulu, ou tu t'es tout de suite dit que tu voulais faire carrière là-dedans? Ah non, pas du tout. Ouais. Non, pas du tout. Franchement, pas du tout. D'ailleurs, après, j'ai toujours été compétiteur par contre. Donc ça, j'avais envie d'être le meilleur, de jouer le plus possible, de jouer plus que l'autre, tout ça, et d'être bon. Et donc c'est quelqu'un qui a cru en moi, qui s'appelle Titus, à Grenoble, François Jean, qui a tout fait pour que je rentre au centre de formation. Et voilà, après c'est un enchaînement de choses, de chances, de bonnes rencontres qui font que ça a débouché sur un contrat pro. Mais à la base, je m'étais pas dit faut que je sois professionnel de rugby. Tu as fait une dizaine d'années en pro, Oui. 8 à Grenoble, 2 à Pau. Quand tu regardes un petit peu maintenant, avec un peu plus de recul, justement cette carrière au plus haut niveau en France, qui est l'une des meilleures ligues au monde, quel sentiment ça te procure? Alors honnêtement, bon, il y a une certaine forme de fierté, hein, parce que tu vois, quand on passe des années, on voit l'adoration aussi des gens, tout ça, donc ça, de nos proches, ça c'est vraiment, ça reste une belle fierté. Après, mon petit regret là-dessus, c'est que la pression, en fait, de ce monde-là et de ce niveau-là, qui en est vraiment centré sur notre performance, on en oublie un peu les beaux instants qu'on passe, tu vois, pour vraiment y arriver. J'aurais aimé plus m'imprégner encore et profiter de chaque instant. Parce qu'il y a plein de choses qu'on vit, on a l'impression que c'est pour toujours. Et non, après, une fois que l'instant il est passé, tu ne peux plus le rattraper. Et j'aurais aimé en profiter encore plus. Tu vois? Est-ce qu'au final, c'est pas aussi un petit peu ça, cette volonté-là, Complètement. qui t'a fait revenir Exactement. Il y a beaucoup de ça aussi. Il y a beaucoup de ça aussi. Pour arriver à un niveau professionnel comme le tien, en général, on entend souvent que c'est beaucoup de sacrifices, c'est beaucoup de choses qu'on doit mettre de côté, des amis, de la famille, des fois d'autres moments qu'on peut vivre à côté. Est-ce que tu les as eus, ces sacrifices? Et si oui, à quel point? Alors franchement, tu vois, bien sûr. Alors il y a le beau côté où on est privilégié, on est sur le devant de la scène. Tu parlais du regard des autres aussi. Alors quand ça se passe bien, que tu es adulé et tout, c'est très bien. Mais quand ça se passe pas bien, tu te sens, tu vois, tu te sens hyper mal avec son lot de doutes. Il y a les blessures, il y a tout ça. Bien sûr qu'il y a beaucoup de sacrifices. On sait qu'on est peu d'élus, donc il faut beaucoup travailler pour ça. On est aussi à la merci de la décision de certains. Et chaque week-end, c'est remis en question. C'est-à-dire, tu peux être très bon une semaine, c'était très mauvais la semaine d'après, tu joues pas, tu sais, il y a l'humain à un moment donné au très haut niveau, il passe un peu derrière. Donc oui, il y a beaucoup de sacrifices. Je pense qu'il n'y a pas plus névrosé aussi qu'un sportif professionnel, hein, pour y arriver à tout prix avec les doutes. Et c'est pour ça que cette névrose-là, on passe à côté de certains instants qui sont beaux et magnifiques dans le rugby. Tu vois, où on devrait plus s'imprégner. Donc c'était une école incroyable pour le développement en tant qu'homme, mais oui, c'est aussi beaucoup de sacrifices là-dessus. Tu vois, hier, bon, c'est en aparté, mais je regardais le film de Dalida. Tout le monde, mais Johnny Hallyday, c'est pareil, il y a plein d'exemples comme ça, où ils sont sur le devant de la scène, tout le monde aimerait avoir leur vie, ils se disent qu'ils ont une vie incroyable, et au fond d'eux, ils sont très malheureux, tu vois. Au final, est-ce que des fois, tu n'as pas l'impression de faire tout ça, peut-être pas forcément pour toi, mais plus pour les autres? À un moment donné, je l'ai fait plus pour les autres, tu vois, pour mon image. Alors, ça a été moteur aussi, parce que quand tu as ta famille dans les tribunes, que toi, tu manques un peu de motivation, hein, ça arrive aussi, on n'est pas toujours ultra motivé, ben, c'est en pensant à ces gens-là qu'on aime qu'on va le faire. Donc, on le fait aussi pour les autres, tu vois. Et puis quand tu as des douleurs, parce que je pense que j'ai joué quasiment l'intégralité de ma carrière blessée ou avec des douleurs quelque part, et ben tu passes au-dessus aussi de ces douleurs-là pour justement laisser quelque chose. Et tu vois, notamment dans le rugby, quand tu parlais de c'est important, comment tu t'entends dans les groupes, laisser une trace dans un groupe où ça se passe bien et rencontrer des gens sur qui tu peux vraiment compter, des amis véritables, ça n'a pas de prix. C'est un peu les valeurs du rugby. Complètement. La vérité, c'est que le rugby, c'est aussi l'école de la vie, c'est vrai. Ça a la fraternité, la solidarité, le combat, quand tu combats ensemble, parce que tu as plein de moments difficiles, hein, dans une rencontre, sur un terrain, mais tout au long de la saison. Tu vois, quand là, on va rentrer dans les saisons hivernales, tout ça, bah là, c'est parce que tu aimes le rugby et tu aimes les hommes à côté de qui tu es pour rester. Parce que tous les mecs, et moi, ça, je leur tire mon chapeau et j'ai découvert ça, mais c'est vrai que j'ai été pro, je me consacrais complètement à ça. Donc quand je me levais, j'allais faire ma musculation et tout. Là, les mecs, ils sont de A jusqu'à Z au boulot, et après, ils viennent au rugby. D'ailleurs, tu parlais de tes partenaires. Oui. On m'a dit apparemment que
que tu avais dévalisé Decathlon. Voilà, on m'a dit ça comme ça. Alors oui, c'est vrai que j'ai eu Decathlon en partenaire pendant un moment. Et pourtant, au début, je voulais pas, je sais pas pourquoi. Ben, là, on parlait du regard des autres, mais tu vois, typiquement, je me voyais pas jouer en Quechua. Il fallait que je joue en Nike ou choses comme ça, et ça a été un grand regret. Je les ai eus pendant 3 ans, et ça a été assez extraordinaire parce que je suis pas là pour leur faire de la pub, mais franchement, la qualité des produits Decathlon, et puis on avait le droit à un chèque cadeau. Donc quand on allait là-bas, je me faisais plaisir, j'ai pris le canoë, les choses comme ça. Donc voilà, tout le matériel pour le camping-car, pour les randonnées, pour les voyages, ça vient tout de chez Decathlon. Au final, tu n'as rien pris de rugby là-dedans. Ah, j'ai pris un peu de rugby aussi. J'ai pris un peu de rugby aussi. D'ailleurs, j'ai joué avec des chaussures Decathlon le week-end dernier. Okay. Tu as 34 ans. Oui. Tu as donc déjà une longue carrière derrière toi. Là, tu viens d'arriver à Servette. Je ne sais pas quelle est ta vision, en tout cas pour la suite de ta carrière. Est-ce que tu as déjà réfléchi à l'après-rugby? Alors, j'ai souvent réfléchi à l'après. Je réfléchis encore à l'après. J'ai eu la chance de faire quelque chose que j'aime pendant 10 ans et ma passion, et je veux absolument rester dans ce que j'aime. Et j'aime le corps, l'esprit, tout ça. Donc j'ai passé mes diplômes de préparateur physique. J'ai aussi fait des études dans les soins énergétiques, la kinésiologie et l'acupuncture. Donc j'aimerais quand même vraiment rester dans ces univers-là. Le sport aussi fait partie de moi. Donc la transmission, j'aime ça. Donc là aujourd'hui, dans le club, je m'occupe des tâches un peu spécifiques sur la mêlée, la touche au niveau des U14, U16, U18, et je prends beaucoup de plaisir à ça. Voilà, moi, même à Grenoble, quand j'ai fini, il y avait plein de jeunes en devenir, les Yanis Jiménez, Mathis Saragalé, dont son frère Robin qui est ici. J'ai pris beaucoup de plaisir à le voir briller et à lui donner tous les petits conseils que je pouvais lui donner à mon niveau. Et vraiment, faut accepter à un moment donné, à 44 ans, je suis plus capable de faire les choses que je faisais à 20 ans. Donc essayer de rester, d'être là aigri en se disant il faut absolument que je le fasse, il faut que je le batte, non. De le voir exploser, c'était super. Et d'ailleurs, il revient de blessure et j'espère qu'il va faire une très jolie carrière. Et du coup, coach, peut-être rester moins dans le côté corps, comme tu dis, avec les diplômes que tu as fait, mais plus le côté, du coup, la rugby, technique. Être coach, c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser? Alors, je découvre un peu le côté coach justement cette année en m'occupant avec les jeunes, parce qu'au départ, c'est pas quelque chose que je voulais réellement faire. Après, j'y prends du plaisir aussi. Et puis, à un moment donné, le corps, il va dire stop aussi, donc je pourrai plus continuer à jouer, il va falloir passer de l'autre côté. Alors, est-ce que cette adrénaline-là, elle va m'appeler et me donner envie? Je fais beaucoup confiance en les hommes et les opportunités. Si un jour j'ai une opportunité et que c'est une belle histoire humaine, avant tout, j'irai, je pense. Et est-ce que tu sais ce que tu aurais fait de ta vie si le rugby n'existait pas? Eh bien, ça, c'est la grande question. Je me demande. Alors, je sais que je travaillais, j'étais commercial chez Proliance, le groupe Proliance, donc dans le bâtiment. J'avais fait des études dans le commerce, quoi. Mais je ne sais pas si j'aurais continué là-dedans. Mais ça, la vie, c'est ça, hein, c'est que des enchaînements de choix. Hein. Souvent, on se dit, mais tiens, si j'avais fait ci, qu'est-ce que je serais? Mais voilà, ça a fait qu'aujourd'hui, je suis l'homme que je suis et je ne sais pas comment ça aurait pu être autrement. Et c'est pas quelque chose que tu regrettes? Non, pas du tout. Je suis pas du genre à avoir trop de regrets. Là maintenant, tu es avec le Servette, oui. Ici, à Genève. Oui. Quels sont à toi tes objectifs personnels, sportifs, humains aussi, que tu t'es donné en venant ici? Alors franchement, déjà, j'ai adhéré tout de suite à l'histoire du club. 8 saisons, 8 montées. Franchement, j'ai appris maintenant en plus à découvrir les hommes. Il y a des personnes qui sont là depuis le début du club. Je pense à Vincent Darac, à Fessal, qui m'a beaucoup aidé dès que je suis arrivé. Mais là, j'en oublie parce que je ne l'ai pas comme ça. Mais ils arrivent à véhiculer cette image-là et à nous le faire transpirer. Il y a aussi les dirigeants. Enfin, il y a tout pour réussir au Servette. C'est-à-dire que le bassin économique est assez incroyable, des infrastructures, des hommes aussi, parce que la qualité du groupe qui est encore cette année, on l'a vu sur le début de saison, il y a tout pour réussir à Genève, et notamment au Servette. C'est beau ce que tu dis. Non mais je le pense en plus, hein, c'est pas pour. Mais tu vois, la mayonnaise, elle a tout de suite pris club. Pourtant, on a pu entendre aussi qu'on était des mercenaires, des choses comme ça. Tiens, un exemple. Il y a Lucas Henrich qui met un mot sur le groupe. On a un groupe WhatsApp pour aller voir un match de hockey que tu connais bien. Les mecs sont tous loin
Il y en a qui vivent sur Annecy, il y en a d'autres sur Lyon, Chambéry. Tout ça. On s'est retrouvés, on était la moitié de l'équipe dans les tribunes. Si ça, c'est pas un groupe qui vit bien ensemble, où il y a la mayonnaise, et pour des mercenaires, il y a quand même une histoire d'homme derrière. Parce que sinon, on se retrouve pas là. On est tous chacun chez nous, chacun de notre côté. Ben non, on était là. Tu vois. Et ça, je trouve, c'est des signes qui trompent pas. Et donc cette histoire-là, ils sont arrivés à me la faire transpirer avant de venir et je voulais y participer. Et c'est ce qu'on retrouve. Alors je ne sais pas ce que ça va donner. Une saison, c'est long. La difficulté aussi du championnat, des équipes qu'on va rencontrer. Voilà, on verra. Mais en tout cas, tous les signaux sont bons. Est-ce que c'est facile d'arriver dans une équipe comme ça, où bah là on est en Fédéral 1, et d'arriver à, malgré tout ce que tu as vécu, de s'approprier cette histoire et de te dire bah maintenant je suis en Grenat et puis la seule chose qui compte c'est ça? Eh ben, je pensais pas que ça serait aussi facile, ça, par contre. Parce que tu vois, on joue parfois au club d'Avuzy, il n'y a pas de tribune. Je pourrais me dire non, j'ai pas. En fait, si, je trouve que ça a son charme, c'est magnifique, justement, les gens se sont rapprochés, il y a cette proximité-là avec les supporters que je trouve extraordinaire. Alors, il y a aussi le beau côté, quand on a joué à la Praille devant 2500 personnes, c'était magnifique aussi, il y a ce côté-là, beau stade. Mais tu vois, on parlait des instants. Honnêtement, après, quand tu es sur le terrain avec tes coéquipiers, qu'il y a un match à gagner, tu as beau être en top 14 ou en Fédéral 1, quand tu es compétiteur, tu as envie de le gagner. Et puis en plus, je trouve ça magnifique de des fois jouer les premiers rôles dans un niveau qui est un peu inférieur, parce que justement l'histoire, l'aventure humaine va être plus belle. J'ai envie moi aussi de vivre une montée, par exemple. Tu vois? Parce que les moments, ils sont décuplés là, les instants. Et puis mine de rien, dans une carrière, des finales, des choses comme ça, on n'en vit pas beaucoup. Donc non, je suis très content d'être ici. Est-ce que par rapport à tes expériences ultra professionnelles, comme en top 14, la fameuse troisième mi-temps, elle change quand tu arrives dans un niveau un peu plus bas? Honnêtement, ça, je crois que c'est vraiment coutumier au rugby. La troisième mi-temps, j'ai toujours connu, quel que soit le niveau. Et non. Et puis d'ailleurs, les Néo-Zélandais, les Australiens, les Fidjiens, ils adorent aussi voir. Ils sont difficiles à prendre à cette troisième mi-temps. Plus facile sur le terrain qu'en troisième mi-temps. Je sais pas, parce qu'ils sont costauds aussi sur le terrain. Donc non, c'est beau. Allez, on finira avec cette question que je te repose. Du coup, on dit Ouais. lac de Genève ou lac Léman? Lac de Genève, je crois. Voilà. Merci beaucoup en tout cas, Laurent. Pour Merci cette à vous. interview.